Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors nous voilà réunis ce soir pour commenter les chiffres d'affaires à la fin du troisième trimestre. Vous avez sans doute reçu la lettre aux actionnaires que nous avons envoyée par mail hier soir et par courrier aujourd'hui. Nous allons commencer par nos équipes. Vous savez que c'est la première valeur du groupe. Et tout d'abord, parler des recrutements. Alors les recrutements se poursuivent. Depuis le début de cette crise, bien évidemment, nous n'avons pas supprimé de postes. Au contraire, nos filiales ont continué à chercher de nouveaux talents. D'ailleurs, vous l'avez vu à l'issue du premier semestre, puisque nos équipes maintenant sont constituées de 670 personnes. Nos équipes de vente ont se sont stabilisées pendant le confinement et ont repris les visites terrain, notamment en France, d'une manière quasi normale. En revanche, sur la Belgique, les clients sont plus réticents, les clients industriels sont plus réticents à recevoir les équipes de vente, la Belgique et les Pays-Bas notamment. Et sur les commerciaux itinérants qui voyagent à l'étranger, les visites sont beaucoup plus espacées, plus difficiles. Les voyages internationaux sont compliqués, comme vous pouvez l'imaginer. Donc Safeco a pour le moment pas du tout repris son rythme normal de visite. En ce qui concerne les commerciaux sédentaires, je dirais que le travail normal a repris, c'est-à-dire des personnes présentes au bureau très très majoritairement, bien que l'on réfléchisse à un télétravail plus organisé pour l'avenir, et nous réfléchissons ensemble avec les salariés pour le mettre en œuvre fin d'année, début d'année prochaine. À l'issue de cette période très difficile, nous avons décidé de réitérer un baromètre de la qualité de vie au travail. C'est un exercice que nous avions déjà fait en 2017 et les années qui ont suivi dans d'autres filiales. Cette année, fin 2020, début 2021, nous réitérons cet exercice sur l'intégralité du groupe et ce sera une bonne occasion pour nos salariés de s'exprimer sur la façon qu'ils ont eu de vivre cette crise et les idées qu'ils ont pour l'avenir pour améliorer toujours cette qualité de vie au travail. Donc cette enquête débutera au mois de décembre et se terminera sans doute fin mars pour exploitation des résultats de l'enquête à partir du mois d'avril 2021. Patricia, tu voulais rajouter un mot sur les alternants? Oui, je rajouterais qu'au niveau des recrutements, nous avons, comme l'an passé, mais c'est un peu plus marqué maintenant, recruté des alternants qui nous ont rejoints, qui nous accompagnent sur le développement digital du groupe et sur la partie système d'information, parce que nous avons de nombreux projets à mener. Je rajouterai un petit point sur le baromètre de la qualité de vie au travail. Il est d'autant plus important qu'en 2020-2021, que nous avons intégré de nombreuses filiales, puisque nous avons eu des acquisitions successives. Et cela va nous permettre également de voir, de mesurer l'intégration des nouvelles équipes et puis le fait d'une certaine adhésion aux cultures du groupe. Je rajouterais, parce que nous sommes toujours en période de crise de la Covid, que nous avons quelques cas, pas forcément sérieux, mais quelques cas, et nous continuons d'appliquer les gestes barrières, un protocole sanitaire par filiale adapté en fonction des métiers, et que c'est un souci permanent de la part de nos équipes de permettre un travail dans des conditions les plus saines possibles. Tu veux peut-être rajouter quelque chose sur ce thème-là, puisque c'est un thème qui nous tient à cœur. Oui, on a eu quelques malades, comme Patricia l'a dit, et notamment une hospitalisation en Espagne. Mais je dirais que c'est la seule hospitalisation que nous avons aujourd'hui au sein de notre personnel. Nous restons très vigilants sur le sujet. Et ces mesures de sécurité sanitaire, nous les prenons en bonne coordination avec les salariés, puisqu'il faut vraiment que ça soit un travail d'équipe. Alors, un petit point rapide sur les parties prenantes, puisque c'est un thème que nous avions déjà abordé à la fin du premier semestre. Les clients, je dirais que la situation s'est quasiment normalisée.
Vous savez que nous avions à la fin du premier semestre un retard important sur un client important du groupe. Cette situation s'est régularisée puisque ce client a bénéficié d'un prêt garanti par l'État. Nous restons quand même vigilants et Patricia y reviendra tout à l'heure quand elle parlera de la situation cash du groupe. La situation vis-à-vis de nos fournisseurs également se normalise puisque tous nos fournisseurs ont repris des productions tout à fait classiques, normales, et reprennent leur livraison d'une manière normale également. Nos actionnaires ont continué à bien nous suivre, ça se voit sur le parcours boursier depuis quelques mois, quelques semaines. Et ça se voit également dans la fréquentation que nous avons dans ces webinaires, mais également les fréquentations que nous avons sur les salons physiques ou virtuels avec les investisseurs institutionnels. Pouvoir public et banque, Patricia, tu nous dis un petit mot ? Les pouvoirs publics, comme on l'avait précisé pendant la crise de la Covid, mais qui se continue, mais on avait précisé qu'on n'avait pas bénéficié d'aide de la part de l'État, et nous allons poursuivre cette démarche, puisqu'il y a des reports possibles de paiement de taxes foncières, et nous avons pris la décision, compte tenu de notre situation de cash, d'honorer nos paiements selon l'échéancier normal. Concernant nos banques, nous avions eu un appui de nos banques en mars avec un décalage d'échéance de prêt au 30 juin. Donc nous avons régularisé et payé nos échéances normalement au 30 septembre. Donc ça représentait un montant de 4,6 millions et donc ce montant a été régularisé comme c'était prévu. Un mot rapide sur l'activité d'une manière synthétique. Alors, un petit rappel, un excellent début d'année, notamment sur les 2 premiers mois, donc avec un démarrage en trombe à plus de 10% de croissance. Un mois de mars qui s'écroule au moment du confinement, bien évidemment. Un gros rattrapage au mois de juin, avec un mois de juin tout à fait hors norme. Et puis, pendant tout l'été, et notamment tous les mois du 3e trimestre, des chiffres assez forts, nous le verrons tout à l'heure par filiale, ce qui fait qu'à la fin du 3e trimestre, nous sommes revenus à périmètre constant au chiffre d'affaires 2019, ce qui était totalement inespéré il n'y a ne serait-ce que quelques semaines. Donc nous sommes globalement extrêmement satisfaits finalement de cette performance commerciale. Et nous allons le voir sur la prochaine diapositive, mais d'une manière encore plus large, sur 5 ans, avec les croissances par trimestre. Cette nouvelle diapositive ne va pas tarder à arriver, je pense. Voilà. 2016, une année pas très bonne, hein, vous voyez, avec 3 trimestres en baisse. 2017, une forte croissance pendant toute l'année 2017. On le voit sur les 4 trimestres de l'année 2017. Donc chaque barre représente un pourcentage de croissance. 2018, une année de croissance assez modérée, mais tout de même une année de croissance sur l'intégralité de l'année. Rappelez-vous, l'année dernière, nous avions fini, et ça se voit sur les 4 barres de l'année 2019, nous avions fini en trombe, hein, puisque le dernier trimestre de l'année 2019, nous avions enregistré une croissance supérieure à 13% en croissance organique. Et puis, vous voyez cette année 2020, totalement atypique, totalement chaotique, avec un premier trimestre stable, un deuxième trimestre totalement catastrophique, et un troisième trimestre extrêmement fort, comme vous avez pu le voir sur la lettre aux actionnaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve quasiment, avec une légère croissance de chiffre d'affaires en organique. On passe aux détails par filiale. Donc là, c'est un éclairage qui reprécise les différents niveaux d'activité des filiales. Ce n'est juste que la copie du tableau que vous avez dans la lettre aux actionnaires. La première colonne, ce sont les chiffres d'affaires à la fin du 3e trimestre de l'année 2020. La deuxième colonne, ce sont les chiffres d'affaires à la fin du 3e trimestre 2019. Et la troisième colonne, la progression ou la baisse comparativement.
Et donc vous voyez tout en haut de ce tableau nos 4 enseignes qui sont les fournisseurs des grandes surfaces de bricolage. Ces 4 enseignes sont en très nette progression. Quand on fait la moyenne de la progression de ces 4 enseignes, on est sur une progression supérieure à 9%, ce qui est extrêmement fort. Et nous le verrons tout à l'heure, c'est une progression qui caractérise un gain de part de marché. C'est dû essentiellement à un effet rattrapage à la fin du confinement, mais également à l'engouement des Français pour l'amélioration de l'habitat et l'amélioration de leur jardin. Donc, nous vendons des pompes d'arrosage pour les jardins, nous vendons de l'outillage pour les clients, enfin les utilisateurs qui bricolent, nous vendons de la robinetterie sanitaire chez Rousseau et de la plomberie chez Lipra. Donc, quand je parle de l'outillage, c'est Domac et Mecafer, compresseur d'air, groupe électrogène et poste de soudage. Et nettoyeur de haute pression, parce que c'est une gamme, que Mecafer en fait a mis en place il y a 2-3 ans maintenant et qui a eu de bonnes performances. C'est vrai, tu as raison, Patricia, de souligner cette percée de Mecafer sur les nettoyeurs haute pression, puisque c'est un produit qui a très bien marché et qui souligne aussi le fait que les utilisateurs s'occupent de leur terrasse, de leur jardin. Quelques mots sur notre filiale Isocell. Isocell est une société qui vend à des intégrateurs. Isocell a dû affronter des fermetures d'usines de la part de ses clients pendant la période du confinement, donc avec des fortes pertes de chiffre d'affaires pendant cette période-là. Et malgré tout, le début de l'année était très bon, mais malgré tout, depuis la fin du confinement, Isocell retrouve une activité quasi normale avec un très bon mois de septembre et finalement avec un chiffre d'affaires qui est stable à la fin du troisième trimestre. Pardon. Aello. Alors, Aello, c'est notre jeune filiale. Alors, je vais arrêter de dire jeune parce que ça fait maintenant quelques années qu'elle est dans le groupe Thermador, qu'elle a fait ses preuves. Aello vend des matériels et des équipements pour les piscines à des professionnels de la piscine. Et cette filiale a encore fait cette année et au troisième trimestre des performances tout à fait hors du commun. Les pisciniers, les clients d'Aello n'ont jamais arrêté de travailler, ni pendant le confinement, ni après. Ils sont sur un marché en croissance et le dévouement et le professionnalisme du personnel d'Aello a en plus permis des gains de part de marché pendant cette période un petit peu difficile. Ce qui explique cette performance hors norme à la fin du troisième trimestre de cette société Aello, avec un marché, je le répète, en croissance et donc de bonnes perspectives pour 2021. Jetly, notre grande filiale, ancienne filiale, puisque c'est une des plus vieilles filiales du groupe, spécialiste des pompes domestiques vendues aux professionnels. Jetly a également réalisé un été record et donc a retrouvé une stabilité du chiffre d'affaires à la fin du troisième trimestre, alors qu'à la fin du mois de juin, le chiffre était nettement négatif. Donc une très belle performance des équipes de Jetly pour retrouver le chiffre d'affaires 2019. L'été assez sec a également favorisé l'activité d'arrosage, vous pouvez l'imaginer. Thermador est la filiale qui vend depuis toujours, depuis le début, depuis 1968, des accessoires de chauffage et de sécurité sanitaire et réalise une prouesse cette année puisque c'est un marché qui globalement est en baisse, Thermador est en hausse sur ce marché. La société Thermador s'est notamment spécialisée dans tous les équipements autour des générateurs type pompe à chaleur, système solaire, chaudière biomasse. Et tous ces équipements ont le vent en poupe et permettent à Thermador de faire de la croissance sur un marché globalement en baisse. Donc là aussi, forte satisfaction en ce qui concerne Thermador et l'équipe Thermador. Ensuite, vous avez deux sociétés que nous regroupons pour les chiffres, PB Tube et Thermacome. Je vous rappelle que Thermacome a rejoint le groupe à la fin du mois d'avril et que PB Tube et Thermacome étaient historiquement des concurrents. Aujourd'hui, ce sont des sociétés sœurs qui travaillent ensemble à la réalisation d'un projet commun et notamment un projet commercial, mais également
des projets de développement produit, puisque nous avons la conviction que nous pouvons amener des solutions innovantes dans le chauffage rayonnant dans les années qui viennent. Et pour ça, il faut des investissements que nous décidons de faire en commun sur ces deux sociétés. Les équipes s'entendent bien, et malgré une conjoncture très dure, hein, puisque le logement neuf est en baisse, nous le verrons tout à l'heure, et donc impacte directement ces deux sociétés, malgré ça, nous envisageons l'avenir avec une grande sérénité sur ces deux entreprises. Et pour rappel, nous avons une source d'approvisionnement avec Thermacome qui est basée en France, puisque Thermacome était une filiale d'Acome, et Acome reste notre fournisseur. Donc c'est aussi un moyen pour Thermacome et PB Tube d'accéder en fait à une fourniture, un approvisionnement français, qui compte tenu des tendances sur des demandes de relocalisation des approvisionnements, ça répond finalement à cette tendance. Je te remercie Patricia pour ce rappel très important, puisque Acome est donc maintenant le fournisseur du groupe Thermador, et nous sommes tout à fait ravis de travailler avec cette société française, avec des gens tout à fait charmants et sympathiques, et pour autant très professionnels, et nous en profitons pour les saluer, peut-être qu'ils regardent même ce webinaire. Accélère, notre société, jeune société, alors là aussi je vais arrêter de dire jeune, puisque c'est une société qui travaille dans le groupe maintenant depuis 7 ans, je crois. Société qui est spécialisée dans la circulation de l'air dans le bâtiment, mais également dans le traitement de l'air et la qualité d'air. Nous avons notamment cette année lancé des gammes de purificateurs d'air qui sont tout à fait adaptés aux situations que nous connaissons. Et Accélère, malgré une baisse de son marché, continue à faire une légère croissance, mais qui est plus significative si on raisonne en part de marché. Donc là aussi, satisfaction. Peut-être qu'on peut dire aussi un mot du marché de la climatisation sur lequel se positionne Accélère, et marché de la climatisation qui cet été a été plutôt en retrait, et notamment consécutivement à la mauvaise publicité qui a été faite sur la clim pendant cette crise du Covid. Ça rend finalement la performance d'Accélère, c'est une bonne performance compte tenu de l'impact que ça peut avoir, le développement des climatiseurs mobiles, enfin la part des climatiseurs mobiles dans le chiffre d'affaires d'Accélère, le fait d'être arrivé à ce résultat à fin septembre, c'est un bon résultat. Sur les autres familles de produits, effectivement, ça veut dire qu'on a été particulièrement performant. Sferaco a également fait un très bel été, puisqu'ils ont rattrapé une partie de leur retard qui était beaucoup plus important à la fin du premier semestre. Je vous rappelle que Sferaco exerce sur le marché français l'activité de vente de la robinetterie des raccords dans le bâtiment et l'industrie. Ce que nous observons actuellement chez Sferaco, c'est un retrait quasi uniforme sur ces deux grands marchés, bâtiment, industrie, mais également beaucoup de projets, beaucoup de perspectives pour 2021-2022. Donc nous conservons le sourire chez Sferaco, avec la conviction qu'on peut réaliser de belles choses dans les années qui viennent, quand nous retrouverons un environnement plus favorable. Sectoriel, société du groupe qui vend de la robinetterie motorisée à l'industrie, mais également qui intervient sur le marché des compresseurs d'air et des accessoires pour les compresseurs d'air, est revenu quasiment au chiffre d'affaires 2019. Donc c'est une excellente performance sur un marché qui a été très perturbé, avec là aussi, je dirais, une relative confiance sur cette fin d'année. Un mot aussi sur Distrilabo. Distrilabo qui est la société qui nous a rejoint au 1er janvier de cette année. Donc ça faisait partie des deux dernières acquisitions du groupe. Distrilabo a beaucoup souffert en chiffre d'affaires durant le confinement, mais reprend du poil de la bête, si je puis m'exprimer ainsi, et retrouve une activité quasi normale sur les derniers mois. Je dirais que cette société est en train de s'intégrer au groupe Thermador d'une façon tout à fait normale. Alors c'est vrai que cette année était particulièrement difficile puisqu'ils sont situés en Alsace, donc vous pouvez imaginer que le début de cette crise en Alsace a été vraiment difficile. FG Inox a subi un début d'année très dur, a refait une partie de son retard cet été,
a eu sur les 3 mois du troisième trimestre une activité quasi normale. Nous espérons d'ici la fin de l'année retrouver une activité normale. FG Inox intervient sur des clients industriels pour vendre des raccords et des vannes inox, mais également à l'étranger où l'activité a été plus soutenue qu'en France finalement pendant cette période-là. Safeco, c'est finalement la filiale qui souffre quasiment le plus cette année et pour des raisons qui méritent de réfléchir à l'organisation puisque Safeco est en retrait de plus de 6%, ce qui n'était pas du tout l'habitude de cette entreprise, hein, puisque depuis que nous l'avons créée, elle a l'habitude de faire des performances de croissance tous les ans, des performances importantes. Nous avons aujourd'hui la conviction que l'absence de nos commerciaux sur le terrain nous pénalise et ça va nous amener dans un proche avenir à réfléchir à organiser nos équipes de vente différemment pour qu'elles soient plus présentes chez les clients. Et ça va nous prendre un petit peu de temps. Donc il faut à la fois que le marché européen reprenne un petit peu d'allant et que nous nous organisions pour retrouver les niveaux de croissance qui correspondent à notre ambition chez Safeco. C'est vrai que le fait qu'il s'adresse à des distributeurs qui sont plutôt axés sur l'industrie, on est sur des produits techniques, donc il faut effectivement qu'il y ait une visite terrain, une présentation des produits, une argumentation technique, et ça nécessite d'avoir effectivement des visites autres qu'en visioconférence, parce que avec la limitation des déplacements, c'est ce que l'équipe de Safeco a mis en place. Mais effectivement, ça montre ses limites. Donc là, il y a une réflexion qui est menée. Tu poursuis sur Sodeco, Patricia ? Donc Sodeco, pour rappel, c'est notre société, c'est un groupe de sociétés avec une présence majoritaire en Belgique. Ils sont aussi présents en Allemagne et aux Pays-Bas et en Suisse via des commerciaux. Donc c'est plutôt des bureaux de vente en fait en Allemagne, dans les Pays-Bas et en Suisse. Donc c'est une société qui marque une croissance puisqu'ils sont donc à une croissance de chiffre d'affaires à plus 6,6% et ils s'adressent à l'industrie en direct, donc ils sont dans la robinetterie industrielle et ils s'adressent à des industriels. Et donc là, leur chiffre d'affaires sur le troisième trimestre a été très bon puisqu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été livrés et qui montrent une performance de leurs équipes commerciales. On va vous donner quelques éléments qui nous viennent de nos clients français. Ça donne une tendance et ça permet d'imaginer les prises de parts de marché éventuelles de nos filiales sur ces marchés-là. La FNAS est un syndicat qui regroupe les grossistes en sanitaire chauffage, qui sont nos clients. Et vous voyez que la FNAS, sur mars, avril, mai, juin, juillet, août, a eu nettement deux périodes, une période rouge, une période verte, avec sur juin, juillet, août des croissances à deux chiffres qui ne permettent pas de retrouver le chiffre d'affaires 2019, puisque fin août, les adhérents de la FNAS, je dirais les résultats commerciaux des adhérents de la FNAS, se situent en cumulé à moins 7,3. En revanche, Bricobrief, qui est un indice qui est construit par une association qui regroupe quasiment tous les fournisseurs des grandes surfaces de bricolage, cet indice montre que la reprise dans le monde des grandes surfaces de bricolage s'est faite dès le mois de mai et a été très forte, hein, puisqu'on a eu même au mois de juin un plus 30%. Cette reprise s'est poursuivie tout l'été à des niveaux extrêmement forts. Et vous voyez qu'à la fin du mois d'août, nous étions revenus à une activité identique à celle de 2019. Donc je dirais que dans le monde de la grande surface de bricolage, l'effet du confinement a quasiment été effacé fin août, ce qui est totalement remarquable. Nous allons ensuite basculer sur des enjeux plus financiers. Patricia, nous t'écoutons sur les notions de cash. Pas que financier, parce que le stock, c'est quand même aussi nos clients. C'est aussi pour ça qu'ils nous ont fait confiance pendant cette période. Donc au niveau de la trésorerie, habituellement, nous communiquons des chiffres à fin décembre et à fin juin. Et cette fois-ci, nous avons décidé de compléter notre communication financière, donc en communiquant notre trésorerie nette positive, donc à fin septembre, qui est de 27 millions. Et nous avons également communiqué notre dette financière qui se monte à 45,3 millions. Pourquoi nous avons fait ça ? Parce que nous avons eu beaucoup de questions sur notre capacité
à régénérer du cash entre fin juin et fin septembre, puisque fin juin, nous étions sur une position de trésorerie qui était de l'ordre de 9 millions et ce qui était en retrait par rapport à ce que nous avions connu. Donc nous voulions rassurer et montrer les performances que nous avons eues au niveau du chiffre d'affaires, finalement, se retrouvent directement dans notre situation de trésorerie. L'autre enjeu, ça concerne notre encours client, puisque nous avons, c'est un point qui est important et que nous suivons. Pour rappel, nous n'avons pas recours à l'assurance crédit, donc ça veut dire que la partie assurance crédit est gérée en interne, et donc nous surveillons notre encours client et voir si on a des risques nouveaux qui apparaissent, ce qui n'est pas le cas. Donc ce poste-là est sous contrôle et on a fait un point à fin septembre et nous sommes confiants par rapport à notre capacité à recouvrir nos créances clients. Le niveau des stocks, donc à fin juin, vous aviez les résultats, donc on était sur une stabilité du niveau des stocks. Et avec les forts mois d'activité de juillet, août et septembre, ça oblige nos filiales à reconstituer les stocks et à repasser des commandes pour pouvoir en fait arriver à un niveau normatif de stock. Tout ça pour assurer un service client auprès de notre clientèle. Les investissements importants également, puisque c'était une année 2020 qui était où on avait une forte prévision. Donc on avait communiqué 11,3 millions en début d'année. Nous avons revu ce montant à la baisse à 9,4 millions. Et ce montant comprend essentiellement des investissements immobiliers, puisqu'on a déjà livré donc un bâtiment de 6 000 m² pour DIPRA, donc en avril 2021. Et nous allons poursuivre avec la livraison d'un bâtiment pour Aello, pour permettre à Aello de poursuivre sa croissance, et également une cellule logistique pour accueillir notre filiale Accélère. Donc tout ça représente des investissements immobiliers qui vont rester encore forts sur la fin de l'année. Mais on sera en baisse par rapport à ce qui était initialement prévu. Quelques mots sur les perspectives. Alors ça, c'est une question que nous posent souvent les investisseurs. Comment se porte le logement neuf en France? Parce qu'ils ont l'idée que c'est très impactant pour nous. Alors ça l'est, et particulièrement pour deux sociétés, PB-Tube et Thermacome. Mais ça reste tout de même relativement limité, puisque ça impacte, ça c'est une estimation qu'on fait, 8 à 10% de l'activité consolidée du groupe. Alors les perspectives, alors cette courbe, pour la comprendre, il faut bien voir qu'elle se situe entre août 2011 jusqu'à août 2020. La courbe bleue représente le nombre de permis de construire sur 12 mois glissants en France. Et la courbe orangée, on va dire, qui est juste en dessous, représente le nombre de mises en chantier sur 12 mois glissants en France. Et nous voyons tout à la fin de cette courbe, tout à la droite de cette courbe, la chute très très forte provoquée par le confinement et cette crise, avec pour l'instant pas du tout d'arrêt de cette chute et une alerte qui a été remontée au pouvoir public pour quand même prendre les mesures nécessaires pour refaire partir cette industrie. Donc là-dessus, plutôt des nuages noirs qu'une éclaircie. Donc nous attendons les chiffres des logements neufs des prochains mois avec sérénité, mais quand même impatience pour deux filiales du groupe. Donc des perspectives plutôt sombres sur ce niveau-là. Ensuite, on va parler de macroéconomie. Et là, il faut, sur la diapositive suivante, il faut se rendre à l'évidence, le PIB en France et en Europe va baisser en 2020 d'une manière forte. Alors, les économistes anticipent une reprise en 2021, mais la reprise de 2021 ne compensera pas, ni en Europe ni en France, la baisse de 2020. Et nous estimons que ça aura un impact forcément à la fois sur l'industrie, mais également sur les métiers du groupe, même en grande consommation, puisque ça peut aussi provoquer une hausse du chômage, comme vous le savez.
En revanche, il y a des signaux qui sont encourageants. Il y a une forte demande à l'issue du confinement, mais qui reste aujourd'hui assez soutenue, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les produits pour l'amélioration de l'habitat et des jardins, donc plutôt grand public. La vente de certaines gammes qui est toujours boostée par les recherches d'économie d'énergie, d'économie d'eau, et qui en plus boostée par des aides gouvernementales. Alors MaPrimeRénov, qui est une aide qui existe depuis le début de l'année, mais qui a été modifiée pour que tous les foyers fiscaux puissent en bénéficier, mais également des personnes morales. Donc ça va vraiment pousser à la rénovation et à l'entretien des bâtiments pour avoir une meilleure efficience énergétique des bâtiments. Donc énormément d'argent investi, enfin mis à disposition par les pouvoirs publics pour mener ce grand chantier national, je dirais. Et puis dans les perspectives, on doit obligatoirement parler des gros chantiers qui nous attendent, des chantiers qui sont intéressants à faire, importants, et on va parler des intégrations. Patricia, tu nous parles des intégrations des filiales. Donc, nous avons effectivement un certain nombre de projets à mener. Nous avions déjà mené le projet de migrer la société Sodeco, enfin le groupe Sodeco, sur notre ERP groupe. Donc ça, c'est ce qui a été réalisé en mars 2020. Nous allons poursuivre avec FG Inox, pour lequel en fait nous avons deux projets importants. Le premier, ça va être également la migration de FG Inox sur notre ERP groupe. Donc ça, c'est prévu pour le 1er janvier 2021. Ensuite, également, nous travaillons sur la construction d'une cellule logistique pour FG Inox qui sera basée donc sur Saint-Quentin-Fallavier, à proximité de nos autres filiales historiques. Donc un projet qui va se dérouler sur l'année 2020 avec une livraison d'un bâtiment de 8 000 m² sur décembre 2021. Donc bâtiment logistique essentiellement. Ensuite, DIPRA Rousseau, donc comme nous l'avions présenté lorsque nous avions acquis Rousseau, nous avions le projet de fusionner DIPRA et Rousseau. Donc cette fusion, elle interviendra fin décembre 2021, avec également une migration de Rousseau sur l'ERP du groupe, ERP qui est déjà utilisé par DIPRA. Ensuite, Distrilabo. Oui, Distrilabo, nous sommes sur un process de transmission. Nous n'avons pas de projet de fusion ou de changement de RP chez Distrilabo, qui a son propre RP qui fonctionne parfaitement, mais plutôt un projet de transmission de savoir, puisque les deux dirigeants historiques qui nous ont cédé cette société ont, durant toute cette année, transmis pour que les équipes qui les remplacent puissent prendre la tête de cette entreprise en Alsace. Et donc ce processus de transmission se passe comme prévu, parfaitement. Laurence Straub a arrêté son activité professionnelle chez Distrilabo à la fin du mois de septembre et a cédé tout son savoir avant de partir. Et il est toujours prévu que Denis Straub arrête son activité professionnelle à la fin du mois de décembre et cède le fauteuil de directeur général à Anne-Sophie Bultet, qui sera aidée dans cette mission par le directeur commercial historique de Distrilabo. Alors quand je dis historique, je veux dire que ça fait plusieurs années que Florian Alain dirige le commerce avec Denis Straub chez Distrilabo. Donc cette équipe jeune et alsacienne reprendra les rênes de Distrilabo dès le début de l'année prochaine, avec la bienveillance de Xavier Isaac, le patron de sectoriel, qui veille effectivement à ce que l'intégration de Distrilabo dans le groupe se passe le mieux possible, avec la mise en place de synergies achats et commerce qui sont en cours actuellement. Et puis un dernier mot sur un projet très important, puisque nous avons fait l'acquisition de Thermacome à la fin du mois d'avril. Thermacome qui était un concurrent historique de PB Tube sur le marché du plancher chauffant, des surfaces rayonnantes, mais également le marché de la distribution sanitaire par des tubes en méthode de synthèse. Donc des concurrents historiques qui deviennent maintenant
des sociétés sœurs et qui travaillent ensemble à imaginer les gammes de demain, et notamment sur les surfaces rayonnantes, imaginer des synergies achat et marketing sur les années futures, avec un gros travail qui est fait au sein des équipes pour construire cet avenir ensemble. Donc pas d'urgence, mais quand même une ferme intention de faire jouer le maximum de synergie de manière à devenir un acteur très important de ce marché des surfaces rayonnantes et de la distribution sanitaire et chauffage par le biais de matériaux de synthèse en France. Voilà, donc nous avons terminé ce tour d'horizon rapide de l'activité du groupe et de la situation du groupe à la fin du troisième trimestre. Et nous sommes maintenant tout à fait disposés à répondre à vos questions. Donc il nous reste, si nous décidons de nous quitter à 19 heures, il nous reste un petit peu plus de 20 minutes. Alors nous ne sommes pas obligés de les utiliser. Si vous n'avez pas de questions, nous clôturons là ce webinaire. Si vous avez des questions, nous serons très heureux d'y répondre. En règle générale, il y a toujours via le chat un certain nombre de questions qui remontent. Donc c'est Ronan ce soir qui va nous poser les questions. Ronan Le Sousse, d'Opaline. Il arrive. Il arrive. Alors avant que Ronan arrive, une question que vous pouvez vous poser, et puis ensuite on passera la parole à Ronan, sur le dividende. Alors ça c'est une question qu'on nous pose régulièrement, donc on va la devancer. Comme vous le savez, nous avons cette année maintenu, voire augmenté légèrement le dividende. C'est un dividende sur lequel nous étions engagés à la fin de l'année 2019, enfin au début de l'année 2020, sur la base des résultats 2019, qui, souvenez-vous, étaient très bons. Et nous avons estimé, durant le paroxysme de cette crise, que nous avions les finances suffisamment solides pour tenir notre parole et proposer cette légère augmentation de dividende à l'Assemblée générale, augmentation qui a été votée de manière très très majoritaire. Les dividendes de l'année prochaine seront décidés sur la base des résultats 2020, que nous n'avons pas encore. Cela étant, je rappelle toujours que le groupe Thermador n'a jamais baissé ses dividendes depuis son introduction en bourse en 1987. Et dans la mesure du possible, nous souhaitons conserver cette posture, qui est une posture qui est appréciée par beaucoup de nos actionnaires. Alors Ronan, c'est toi qui seras la voix des questions ce soir, nous t'écoutons. Alors justement, beaucoup de questions d'un autre Ronan. Incroyable. D'accord. Première question, est-ce qu'il y a eu des salariés qui ont été malades du Covid? Enfin, il y a quelques questions qui ont été posées avant justement vous développer vos réponses. Depuis avril de cette année, vont-ils bien? Après tout, leur bonne santé est essentielle à la bonne marche de l'entreprise. Oui, alors, excuse-moi Patricia, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, quelques malades, un cas grave en Espagne, quand je dis cas grave, hospitalisation, mais pas d'alerte vitale, je dirais, sur ces salariés, et ceux qui ont été malades sont revenus travailler, avec des périodes classiques de 14 jours d'arrêt. Patricia, tu veux peut-être rajouter un petit thème là-dessus ou un petit mot? En fait, là où on est très vigilant, c'est sur les cas contacts de rang 1 ou certaines fois de rang 2, et on prend beaucoup plus de précautions par rapport à ce qui peut être attendu. Les salariés qui peuvent être mis en télétravail sont mis en télétravail quand ils ont été cas contact de rang 1 ou de rang 2. Donc on est très vigilant sur l'état de santé des salariés. On a pris forcément toutes les mesures adéquates, mais il n'empêche que le télétravail peut être une mesure à un moment donné pour le salarié de s'éloigner un petit peu, de continuer à travailler, mais sans impacter forcément les autres salariés. Donc, mais l'important, c'est la confiance, et qu'il y ait une communication transparente entre les salariés et les managers ou la direction pour qu'on prenne les bonnes mesures. Donc ça, c'est ce qu'on rappelle à chaque fois, c'est que voilà. Et si forcément il y a dégradation ou quoi que ce soit, il faut qu'on soit ouvert et qu'on en parle. Deuxième question, de Ronan, avez-vous continué de profiter de la situation, entre guillemets, je précise, de la situation pour former les salariés et ainsi augmenter leur performance et employabilité?
Oui, alors c'est vrai que beaucoup de filiales ont profité, entre guillemets, de cette période creuse, et notamment au moment du confinement, pour mener une série de formations. Ça a été fait, bien évidemment. Ça a été en visioconférence parce que certaines fois, les formateurs ne pouvaient pas venir sur site. Donc on a fait beaucoup de formations finalement en visioconférence. Et on s'est aussi posé la question, c'est comment on travaille mieux en télétravail. Donc ça a été des sujets. C'était un arbitrage, c'est-à-dire que c'était difficile par exemple pour les commerciaux d'aller chez les clients, on aurait pu dire voilà, on prend un peu plus on met un peu plus nos salariés en chômage partiel. C'est pas ce que nous avons fait. Nous nous sommes dit il faut continuer de former nos salariés, profiter finalement d'une baisse d'activité pour pouvoir se permettre de remettre l'accent sur la formation. Alors, formation sur des compétences professionnelles, mais également sur les produits, parce que vous savez que nous vendons énormément de produits techniques et que nous n'avons jamais fini d'apprendre sur les produits. Donc, bonne occasion, entre guillemets, de se perfectionner sur ces produits techniques. Alors ensuite, y a-t-il eu une solidarité intragroupe, par exemple près de salariés? J'ai l'impression que c'est même des salariés qui posent ces questions, parce qu'effectivement, il y a eu notamment beaucoup de solidarité sur les équipes logistiques. Quand une entreprise était en sur-régime, celles qui étaient plutôt en sous-régime ont, entre guillemets, prêté du personnel, et notamment du personnel logistique, pour que les choses se fassent. Et ça a été vrai, par exemple, pour Dipra, qui a connu des croissances de l'ordre de 80% sur certaines semaines, et qui a bénéficié de l'aide de filiales. Donc ça a été très très apprécié de la part des sociétés du groupe. Et je dirais que d'une manière générale, beaucoup de solidarité entre les dirigeants, du fait d'un échange permanent sur les bonnes idées, les bonnes pratiques, mais également à tous les étages de l'entreprise. Vous savez qu'on organise des réunions transversales et personne ne s'est senti seul, je pense, au niveau du groupe Thermador durant cette période. Il y a eu aussi 2 événements que je rajouterais, parce qu'on parle du fort niveau d'activité chez Dipra. Dipra a eu une reprise d'activité très forte et était en train de déménager en même temps. Donc la solidarité a joué et ça a été une chose positive. Ensuite, on parle de solidarité entre les équipes logistiques, entre les dirigeants, mais pas que, parce qu'il y a eu énormément de commerciaux. Et on parle d'Aelo par exemple. À un moment donné, l'activité était à un niveau très fort. Les commerciaux ont préparé des commandes. On a eu le même phénomène chez Thermador, on a eu le même phénomène chez Jetly. Donc ça a été aussi entre fonctions, entre différents départements, où il y a cette solidarité qui a joué. Oui, et tu as tout à fait raison de souligner ça. Il y a eu même les équipes de Dipra, les équipes commerciales de Dipra qui sont descendues au magasin, comme on dit, pour aller préparer les commandes. Alors une question de Jean-Pierre, cette fois-ci. Vous parlez d'un gain de part de marché avec les clients grandes surfaces de bricolage. Pouvez-vous expliquer quelles sont les actions que vous avez menées pour y parvenir? Alors, on n'a pas mené d'action particulière. Nous avons simplement assuré la continuité du service. Le fait que nous soyons restés ouverts tout le temps avec des produits en stock et capables de livrer, ça a simplement servi à faire ces gains de part de marché. Oui. Donc c'est une réponse extrêmement simple. Cela étant, nous bénéficions tout de même d'actions commerciales qui ont été menées par le passé, des bonnes relations commerciales que nous avons avec ces clients, et qui savent que pendant ces coups durs, ils peuvent faire appel à nous et compter sur nous. Voilà en synthèse ce qu'on peut imaginer comme réponse. Cette question est tombée avant la fin de la séance qui concerne Distrilabo et Thermacome. La question était de Ronan. Pouvez-vous parler de l'intégration de Distrilabo et Thermacome, ou cela est-il trop tôt? Est-ce que vous voulez peut-être développer ou... Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. Patricia, tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on... C'est jamais trop tôt parce que le travail sur les synergies démarre dès le lendemain de l'acquisition. Et c'est l'intégration, ça a été tout de suite l'intégration des filiales, de ces filiales dans les groupes transversaux, ce qui est important pour pouvoir permettre des échanges et aussi permettre de véhiculer les valeurs du groupe. Donc ça, c'était important de le faire rapidement.
Une chose que nous n'avons pas dite ce soir, c'est que ce webinaire a été traduit en simultané en anglais. Alors, au début du webinaire, j'ai vu que on s'agitait derrière les vitres. Alors, peut-être que le début du séminaire et de la traduction en anglais a été un peu chaotique. Bon, ça fait partie des essais. Mais on en profite pour saluer, soit en direct, soit en replay, soit nos fournisseurs. Je sais que la Qualifie est présente ce soir, hein, donc nous saluons nos fournisseurs qui nous écoutent en anglais, et également nos investisseurs, puisque je vous rappelle, le groupe Thermador a environ 20% de son capital qui est détenu par des investisseurs anglo-saxons. Donc je vois qu'on nous apporte une question qui nous a été posée par un investisseur anglo-saxon. Donc Patricia va s'efforcer de la traduire et nous allons nous efforcer d'y répondre. Donc c'est une question de David qui nous demande si le fait que la sortie du Brexit, la sortie de l'Angleterre de l'économie européenne et le Brexit, un Brexit qui s'oriente plutôt pour être un Brexit dur, est-ce que ça représente une inquiétude pour le groupe ? Je répondrai que non. Puisque la part du chiffre d'affaires réalisé par le groupe en Angleterre est relativement faible, que nous avons très peu de fournisseurs, voire pas de fournisseurs en Angleterre. Donc, quelque part, si ce Brexit se durcit, c'est vrai que c'est ce qui est en train de se présenter. Il n'y aura pas de conséquences importantes pour le groupe. Alors, c'est vrai que les robinettiers, et donc toutes les sociétés qui vendent de la robinetterie industrielle en Angleterre et les utilisateurs, en revanche, vont être globalement pénalisés puisque ce sont des fabrications qui sont très très majoritairement, qui viennent d'autres pays que de l'Angleterre. Et donc, quoi qu'il arrive, ils devront importer ces produits. Alors déjà, il y a la variation du taux de change qui va les pénaliser en termes de prix, et puis éventuellement des taxes qui vont venir se rajouter. Nous serons, comme tous les fournisseurs, logés à la même enseigne. Et donc, je dirais que nous ne serons pas plus pénalisés que les autres. Ce que je pense, c'est que c'est l'économie anglaise qui risque d'être pénalisée dans sa globalité, avec également l'économie européenne qui sera pénalisée, nous le savons. Ronan revient avec une question supplémentaire. 3 même. 3. Ok, CAPEX, donc question de Jean-Pierre. CAPEX 2020, pouvez-vous nous détailler la part de Teli, compris dans le CAPEX de 9,4 millions 9 millions d'euros 4. CAPEX pour 2021-2022, de croisière ou de maintenance d'une part, de développement, entre parenthèses, immobilier ou autre d'autre part. Les investissements informatiques seront-ils comptabilisés en CAPEX ou en charge ? Alors, ce sont que des questions pour Patricia, ça. Donc, concernant le CAPEX, dans les 9,4 millions de CAPEX, il y a une part importante, ce que je disais, qui concerne la SCI Teli. Je dirais qu'il y a environ 6,7 millions qui concernent la SCI Teli. Dans ces 6,7 millions, il y a donc le financement du bâtiment d'IPRA, je rappelle, il a été livré en avril 2021, et il y a les financements des travaux qu'on a poursuivis pour pouvoir livrer le bâtiment d'Aelo et après d'Accélère. Donc ça concerne 2021. Ça concerne 2020. 2021-2022, on continuera d'avoir des investissements immobiliers. 2021, ça comprendra la livraison du bâtiment d'Aelo et d'Accélère, et ça comprendra également la livraison du bâtiment de FG Inox. Donc effectivement, ça ne sera pas une année de maintenance de bâtiment, ça sera une année d'investissement. Et 2022, pour l'instant, je pense qu'il y aura d'autres projets, peut-être pour la filiale Thermador, mais pour l'instant, on n'a pas de plan, on n'a rien d'établi. Alors peut-être que tu peux nous parler des projets informatiques et de l'investissement. Voilà. Ouais. Alors les projets informatiques,
Les projets informatiques, effectivement, ça fait partie du... On a du CAPEX, puisque... Alors CAPEX, c'est un cap- jargon capital, anglo-saxon, hein. donc investissement. La plupart de nos projets constituent des immobilisations que nous immobilisons et avec après une dotation d'amortissement qui est passée en charge. Donc l'essentiel des travaux et des projets sur lesquels nous travaillons font partie de nos investissements 2020, 2021 et 2022. Donc nous allons poursuivre les investissements en informatique. Nous avons notamment en cours un investissement sur un algorithme sophistiqué pour servir d'aide et d'outils pour les approvisionneurs du groupe, pour les cellules, les équipes qui s'occupent des approvisionnements produits. C'est un investissement qui est important, Patricia. Il est chiffré à peu près à quel montant cet investissement logiciel et matière grise, on va dire? Alors, le logiciel matière grise, nous sommes sur 340 000 euros. C'est sans compter les heures des équipes métiers. Donc, quand je dis équipe métier, ce sont les acheteurs dans les filiales qui participent à ce projet. Ça concerne également les heures passées par notre directrice supply chain, donc, qui a été nommée dernièrement, qui nous a rejointe début septembre, qui s'appelle Anaïs Deragopian, qui était déjà dans le groupe initialement. Et il y a aussi une contribution de l'équipe informatique, puisqu'on parle quand même de bases de données, de logiciels. Donc forcément, il y a du temps passé par notre équipe informatique. Donc ça, c'est de la masse salariale et l'investissement, c'est finalement l'argent que l'on met dans l'algorithme et l'aide qui nous est apportée de l'extérieur par des experts. Ronan revient avec de nouvelles questions. Oui, alors une question concernant Aello et une autre sur le sourcing en Chine. Alors de Andreas, chez Aello, quel était le niveau de surcroissance dû au confinement? Non, on va pas... Alors, il y a eu prise de part de marché parce que Aello est resté ouvert. C'est aussi simple que ça. Donc sur un marché qui est en croissance, quand vous êtes dans une société qui est ouverte et qui livre les produits, alors que d'autres ont décidé ou sont fermés, ça provoque, entre guillemets, une surcroissance. Alors, si on devait comparer la croissance d'Aello par rapport à la croissance du marché, peut-être que le marché, on peut estimer que le marché enregistre une croissance du marché des piscinistes ou des pisciniers cette année, enregistre une croissance de l'ordre de 20%. Donc c'est vrai que la croissance d'Aello est nettement supérieure à ça. Voilà ce qu'on pourrait, la différence des deux pourrait être un élément de réponse pour cet actionnaire. Ensuite, concernant le sourcing, qu'en est-il de Robert, qu'en est-il des sourcing Chine? Correspondent-ils à vos attentes entre le délai d'appro, les prix, etc., etc. Oui, alors je vais compléter ma réponse sur Aello parce que ce surcroît de croissance n'est pas uniquement dû au confinement, c'est aussi dû à l'implication des équipes, leur qualité, leur expertise sur les produits. Mais aussi à des lancements de nouveaux produits, parce que Aello a été créé en 2015 et chaque année, ils rajoutent des nouveaux produits. Donc ils étaient déjà en prise de part de marché. Finalement, ils bénéficient. Donc il n'y a pas que... Enfin, il y a des gains de clients, mais il y a aussi des nouveaux produits qui n'avaient pas en gamme par rapport à 2019. Alors, concernant la question qui suit sur le sourcing auprès de fournisseurs chinois, je dirais que c'est une question très large finalement, moi je la reprends pour tous les fournisseurs, qu'ils soient italiens, qu'ils soient chinois, qu'ils soient français, qu'ils soient allemands ou espagnols. Nous sommes vis-à-vis de nos fournisseurs exigeants sur la qualité des produits, sur le positionnement tarifaire, sur la qualité du service, sur la transparence. Et nous sommes nous-mêmes engagés sur des volumes, engagés sur la régularité des paiements, sur la transparence également. Et ça, nous ne faisons pas de différence selon la nationalité de nos fournisseurs. Qu'ils soient italiens ou chinois, nous avons les mêmes attentes. Et si ces attentes ne sont pas
On au aurait rendez-vous. Il nous arrive de prendre des décisions, de changer de fournisseur, mais ce sont des décisions qui sont finalement assez rares, puisque nous apprécions beaucoup avec nos partenaires, qu'ils soient fournisseurs ou clients, de mener des relations dans la durée. Et pour répondre plus précisément à cette question, nous avons d'excellents fournisseurs chinois, nous avons d'excellents fournisseurs italiens, dont certains nous écoutent ce soir, d'excellents fournisseurs français. Donc je dirais que l'excellence se retrouve dans tous les pays. Alors Ronan me fait un signe pour me dire que nous n'avons plus de questions aujourd'hui. Et Enfin, donc que nous... on peut quand même préciser que si vous avez d'autres questions, nous y répondrons soit par mail, soit en fait, je veux dire, on est toujours joignable. Oui, On l'a vous toujours avez- été, donc il n'y a pas, voilà, c'est un moyen facile où vous nous appelez, on vous répond à votre question, et si on n'a pas pu le faire aujourd'hui, ou si vous Alors- n'avez pas eu le temps de poser votre question. Alors vous savez que vous avez une adresse spécifique pour ça. L'adresse mail, c'est actionnaire@termanor-groupe.fr. Vous pouvez poser directement vos questions. En tout cas, nous vous remercions d'avoir été si nombreux ce soir à nous écouter. Et éventuellement, nous remercions ceux qui nous écouteront en replay. Nous sommes d'une exactitude assez incroyable, puisqu'il est 58, je crois, à ma montre. Et donc, nous allons maintenant clôturer ce webinaire en vous souhaitant à tous une excellente soirée et puis un bon week-end. Bon week-end à tous et bonne soirée.